petit mot d'introduction assez rapide, parce que comme ça je pourrai enlever ma veste après. Bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis Didier Dumont, je suis dirigeant d'entreprise et président du Club Noé. Bienvenue à cette nouvelle plénière du club. Je suis accompagné de Simon Ledet, qui est délégué général du Club Noé, à qui je vais céder la parole dans quelques minutes. Je voulais juste dire que déjà, je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir. Le Club Noé a pour objet de contribuer à de nouvelles formes de développement, que ce soit pour les entreprises, pour les collectivités, mais aussi ça touche forcément les citoyens. Et notamment à travers l'évolution des modes de consommation, mais également les formes finalement d'action et de coopération qui en découlent. Donc nous sommes, nous, au Club Noé, partisans de rompre avec la logique de silos, de filières, pour installer des organisations qui soient plus transversales et plus apprenantes. C'est pourquoi la co-construction entre entreprises, collectivités, citoyens, entreprises, nous semble primordial. Nous pouvons, grâce à des nouvelles approches, appréhender des problématiques afin de trouver des solutions qui nous paraissent meilleures et qui sont plus en phase avec les enjeux de développement durable, car les modèles de développement ou les modèles économiques sur lesquels nous travaillons particulièrement sont des modèles qui contribuent à travailler sur les enjeux de développement durable, que ce soit des enjeux sociaux, économiques ou environnementaux. Le Club Noé donc se veut être un lieu facilitateur de coopération. Et ici, je tiens à remercier le collectif de quartier Saint-Michel et Sébastien Bouc pour l'organisation de cette plénière, ainsi que l'APES, et notamment Luc Belval et Joachim Lebrun, pour leur contribution précieuse pour cette plénière. Je remercie également Sciences Po de nous accueillir dans ces locaux. Cette plénière, elle a été souhaitée par une partie de nos adhérents. Donc, encore une fois, on se met aussi en posture d'écoute des besoins et des attentes et de pouvoir y répondre. Alors, nos précédentes plénières traitaient de la demande et des besoins liés aux usages en partant de l'offre, c'est-à-dire en partant de l'analyse des entreprises ou des collectivités. Aujourd'hui, le point de départ, c'est l'expression directe des citoyens. Alors, c'est un autre angle, différent certainement, mais complémentaire sans aucun doute. Voilà, je vous souhaite une très bonne plénière. Je passe la parole à Simon. Oui, bien le bonjour à tous. Je vais vous faire un petit point d'actualité sur la vie du réseau et la vie du Club Noé. Du coup, premier point d'actualité, on a lancé une première dynamique de club territorial, puisque le Club Noé a une volonté de disséminer, de faire des petits sur des territoires. Donc on a plusieurs dirigeants d'entreprises qui ont été accompagnés et formés à l'EFC, qui sont attachés au territoire du Ternois et organisés avec plusieurs réseaux locaux et notamment avec le Rotary du Ternois, un temps d'échange autour des nouveaux modèles économiques pour sensibiliser tous les acteurs qui étaient attachés à ce territoire du Ternois et commencer à parler de dynamique de coopération, de penser à nouveaux modèles économiques pour justement essayer d'essaimer, en particulier avec les acteurs du territoire. La clé d'entrée, du coup, c'est vraiment les enjeux de coopération. Plutôt que de parler tout de suite de nouveaux modèles économiques, l'enjeu, c'est déjà de réunir les personnes qui veulent coopérer avec d'autres structures parce qu'ils sentent bien qu'il y a un coup à jouer avec d'autres acteurs du territoire et qui partagent cet attachement. On revient aussi, on a participé à la Nuit des possibles qui a été organisée par le CJD Côte d'Opale, où on a eu du coup plus de 1500 participants qui sont venus lors de cette soirée, qui a permis aussi à des dirigeants d'entreprises d'écouter Pierre Rabhi, qui du coup expliquait sa vision du monde et toutes ses actions. Et lors de cet événement, il y avait également les Villages des Initiatives qui a réuni une quinzaine d'associations et d'acteurs qui étaient considérés par le CJD comme engagés sur les thématiques dont on parlait lors de cette Nuit des possibles, et le Club Noé en faisait partie. On a également 2 adhérents qui ont créé un nouveau groupement, donc Dumont Énergie et Pouchin,
qui se sont associés avec 2 autres entreprises en dehors du réseau du Club Noé pour construire un groupement autour de la performance énergétique sur la construction neuve de bâtiments. On a également un architecte, notre architecte préféré, Fabien Prouveau, d'Envergure Architecte, qui fera une conférence le 7 juin sur Arras sur l'agriculture urbaine. Alors c'est intéressant qu'un architecte prenne la parole sur les questions d'agriculture et d'alimentation durable. C'est ce que Didier Dumont vous disait tout à l'heure. On veut vraiment sortir de la logique de silo et on en arrive jusqu'à ce qu'un architecte vienne à parler d'agriculture. Et donc, il fera part de son retour d'expérience de la serre qu'il a co-construit, la serre des Hauts-de-France à Arques, qui est un gros projet qu'il a obtenu, notamment grâce en faisant partie du parcours sur l'économie, la fonctionnalité et la coopération. Je voudrais très rapidement lister les adhérents qui sont arrivés lors de les nouveaux adhérents qu'on a accueillis au Club Noé lors de cette année. Donc, il y a AISM EVE, Artipével, Association Relais Soleil, Jean-Michel Brou ici qui fait la vidéo et qui nous accompagne à chaque fois lors de nos plénières, nos événements. Dominique Delagorce, Enercop, Global Vision, GPS Service, l'Institut catholique de Lille, la Nef, Notrologie, Daniel Potrel, Pouchin, Risselec, Tilio Menuiserie et Villogia. Voilà pour un petit peu vous donner une idée des nouvelles parties prenantes qui adhèrent au Club Noé cette année. Et puis voilà, pour conclure ce petit tour d'actualité, quelques dates à retenir. Le Club Noé organise une prochaine initiation à l'économie de la fonctionnalité pour les non-dirigeants d'entreprise le 26 juin. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce modèle et savoir comment vous pouvez intégrer cette question de nouveaux modèles économiques à travers votre travail et ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, c'est l'occasion. Et également, on propose une formation là, de 3 jours qui sera du coup plus lourde, co-organisée avec le CERD et la PES pour les techniciens de collectivité du 27 au 29 juin. Voilà, je vais du coup céder la parole à Sébastien Bouc, co-organisateur de cette plénière. Et je du coup diffuse le PowerPoint. Bonsoir à tous. Déjà bienvenue au sein du quartier Saint-Michel à Lille. Alors, ce collectif de quartier commence à avoir un petit historique, puisque ça fait 4 ans qu'on existe. Bienvenue. Et le constat, j'en suis un co-créateur et co-animateur de ce quartier, le constat c'est qu'effectivement aujourd'hui, ayant travaillé dans le secteur privé, dans l'industrie, mais aussi en collectivité publique, on sent bien qu'on est rejoint par notre modèle de développement et que notre modèle de développement pose souci. Il abîme notre santé physique, effectivement à travers par exemple ce qu'on mange ou l'air qu'on respire, mais aussi notre santé psychologique, notre environnement. Aujourd'hui aussi, on voit bien, on sent bien, et c'était une des initiatives, une des raisons pour lesquelles on tenait à créer à plusieurs voisins un collectif, c'est que la question du lien social, la question de habiter le quartier, posait question. C'est que bien souvent, on démarre le matin tôt, on va travailler, puis on n'habite pas son quartier. Voilà. Et puis aussi un constat, c'est pour ça que j'ai mis un monsieur avec un bandeau sur les yeux, c'est que l'idée, c'est de ne pas se voiler la face, de faire le constat qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une défiance, une non-confiance des populations, des habitants, envers les collectivités publiques, envers les décideurs publics, mais aussi envers les entreprises privées. Voilà. Donc, fort de ce constat et de cet état des lieux, c'est de dire, mais effectivement, comment on peut imaginer créer une autre dynamique. Et donc, alors Simon s'est échappé, j'espère que j'ai trouvé le bouton qui va bien. Tac, 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 t'es pas loin. Voilà, l'idée, bien sûr, c'est que l'idée a germé. Et on a commencé à se réunir entre habitants. C'était dans le tiers-lieu qui s'appelle le Mutualab. Et puis, au départ, on s'est dit, voilà, on voudrait aller vers le développement durable. Et on a fait plusieurs réunions avec des habitants, avec des voisins, en disant, mais c'est quoi l'objet? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et ce qui s'est dessiné, c'est qu'effectivement, on voulait créer ou co-créer des événements festifs, être informé de ce qui se passait dans le quartier, voilà, sur des choses simples.
Et donc, l'idée, c'était bien de redévelopper le vivre ensemble, les événements festifs, d'être informé et de mieux connaître ses voisins et de faire des choses ensemble. Alors, Simon, tu as qu'à juste m'indiquer le bouton qui... Ça y est, hop. Voilà. Donc aujourd'hui, ce collectif a à son actif une quarantaine d'événements festifs. On l'a fait juste avec des moyens humains et sans moyens financiers. L'idée, c'était de... on sentait qu'il fallait absolument créer les conditions et la confiance entre les voisins. Parce que même entre voisins, sans connaître son voisin, on n'est pas toujours enclin à se dire on va effectivement faire des choses ensemble et imaginer des projets ensemble. Donc il fallait absolument prendre le temps pour aller plus vite ensuite, prendre le temps au départ. C'est pour ça que une quarantaine d'événements sur 4 ans qui ont permis de rendre visible, de rendre lisible l'intention du collectif, c'est-à-dire de créer la confiance et de créer le lien entre voisins pour imaginer traiter des enjeux plus importants. Voilà. L'objet de cette plénière, moi, ce qui m'intéresse pour avoir proposé au Club Noé cette plénière et ce sujet sur les dynamiques citoyennes, c'est qu'on sent bien qu'aujourd'hui, les acteurs privés institués comme les acteurs publics institutionnels ne peuvent pas faire sans l'engagement citoyen. Et on aura effectivement un retour d'expérience de la résidence Bailly à Tourcoing, qui a fait sa réhabilitation thermique. C'est une résidence qui comprend 70 logements. Et s'il n'y avait pas eu 2 colocataires, 2 habitantes de cette résidence, il n'y aurait jamais eu de réhabilitation de cette résidence. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les acteurs privés comme les acteurs publics sont bien souvent, voire quasiment tout le temps, bloqués s'il n'y a pas un engagement depuis l'usager, depuis le terrain, depuis l'habitant. Voilà, donc là, on monte un petit peu en puissance au niveau du collectif Saint-Michel en transition, parce qu'on a une ambition maintenant, j'en toucherai 2 mots, de commencer à faire travailler des écosystèmes ensemble, c'est-à-dire sur des enjeux de mobilité, de santé, d'alimentation, etc., etc. Et on aura un prochain événement, le 22 juin, qui fait effectivement intervenir des acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire, ou des acteurs associatifs, etc., etc., ou des dirigeants d'entreprises accompagnés à l'économie de la fonctionnalité et la coopération, pour justement à ce que ces écosystèmes, avec les habitants, co-construisent les solutions dont ils ont besoin. Encore une fois, comme je suis issu de l'industrie, bien souvent on nous vend des innovations dont on n'a pas besoin. L'idée, c'est bien de dire voilà, comment on va faire des innovations ensemble sur un territoire pour pouvoir se réapproprier, faire les innovations dont on a réellement besoin. Juste pour donner une perspective avant de passer la parole à Joachim, l'animateur de cette plénière, c'est que voilà, les perspectives qui se dessinent, après avoir suivi des intuitions, avoir organisé 4 ans d'événements, etc., etc., c'est que l'idée, c'est qu'on a besoin d'un passage à l'acte, d'une appropriation. Il existe déjà plein de solutions. On a parlé de la NEF en tant qu'adhérent de Noé, on peut parler d'Enercop, on peut parler de Solis, on peut parler de plein d'initiatives de dirigeants d'entreprises privées accompagnés à l'économie de la fonctionnalité. On peut parler effectivement des initiatives ESS, économie sociale et solidaire. Mais ce qui manque, c'est le passage à l'acte. Et l'idée du collectif de quartier, Saint-Michel en transition, c'est d'aider à ce passage à l'acte. Voilà. Et bien sûr, là, la finalité, c'est bien d'essayer de montrer qu'on peut avoir un modèle économique, un modèle de développement territorial renouvelé. J'entends quoi par là? J'entends que si on fait des économies d'énergie au sein d'un quartier, par exemple, c'est bien sympathique, mais on fait juste des économies d'énergie. L'idée, c'est ces économies d'énergie, en réinvestir une partie pour qu'on puisse faire des choses plus ambitieuses. Donc là, c'est toute la différence. C'est soit on fait des économies d'énergie et c'est tout, on ne change rien au modèle économique, au modèle de développement actuel, soit on fait des économies d'énergie et puis on se donne un objectif à moyen long terme où on va effectivement créer d'autres valeurs, d'autres choses avec ces économies d'énergie pour faire des cercles toujours plus vertueux qui vont proposer la santé des habitants, etc., etc., etc. Eh bien, bonsoir à tous, Joachim Lebrun de la PES, je suis directeur adjoint de cette belle structure qui va être présentée juste après par Luc Belleval.
Et mon rôle ce soir, c'est pas de faire une énième introduction, sinon ça va être un peu long, mais d'animer un ensemble d'échanges autour de la citoyenneté et plus largement le lien entre citoyenneté, entreprise et transition écologique. Gros sujet. Pour se le dire tout de suite, on n'est pas des experts de l'ensemble de ces sujets-là, mais on a tous autour de la table différentes expériences. On va essayer de tirer les fils, et puis très vite, à partir des présentations des différents intervenants sur leur initiative, essayer de voir en quoi ça nous interpelle, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Ce que je vous propose, c'est tout au long des interventions de noter des choses qui vous interpellent, qui vous questionnent. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses ensemble pour continuer à cheminer et voir comment, dans nos pratiques, dans notre fonctionnement, ou aussi dans notre démarche d'évolution, de cheminement autour de la rénovation du modèle économique, comment on peut s'approprier un peu tous ces sujets-là et comment on peut faire finalement plus de place à la citoyenneté pour avancer vers ce vœu de transition écologique, de changement de modèle économique, etc. etc. Est-ce que ça vous va comme ça? Ouais. Donc si vous avez des questions, vous les notez et puis on en discute après. Première intervention, Luc Belval. Il doit y avoir un micro qui se balade par là. Donc Luc Belval, je vais vous laisser vous présenter et présenter un peu ce qu'est l'APES et qu'est-ce que l'APES pense un peu de la citoyenneté au sein de l'économie sociale et solidaire. En 5 minutes. En 5 minutes, d'accord. Pour la première question. Alors vous remarquerez que Joachim vous voit aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. C'est pour poser le fait que vous êtes mon président. Ensuite, vous tutoierez. C'est le protocole, d'accord. Bonsoir à tous. Alors je trouve d'abord que, avant de présenter l'APES, que la présentation qu'a fait Sébastien là, sur le quartier Saint-Michel pose très très bien la question de la citoyenneté et du développement économique ou développement économique et social. Les frontières ne sont pas toujours très très nettes, quoi. Donc c'est très bien posé. Alors, l'APES, il faut présenter l'APES. Je vous propose une présentation 4 points. On va essayer de faire dans la nouveauté. Alors d'abord, l'APES, c'est un acteur pour l'économie solidaire. Donc vous voyez, c'est écrit dessus, c'est clair, c'est net, acteur. Donc il s'agit bien d'agir. Et pour l'économie solidaire, ben ça c'est le but poursuivi, la quête. Donc c'est un mouvement qui est ancré dans l'économie sociale et solidaire, qui est historiquement actif, voire plus, sur le Nord-Pas-de-Calais et qui est en cours d'implantation sur la Picardie. Nouvelle région oblige, quoi. Pour nous, ce qui est important, ce sont les pratiques. Ce n'est pas l'étiquette qu'on se met sur le nez, donc ce n'est pas l'économie solidaire parce qu'on serait les plus beaux, les meilleurs, on aurait les bons statuts, et puis voilà, non, c'est les pratiques. Et au niveau des pratiques, je n'ai quelques points de repère qui nous tiennent particulièrement à cœur, c'est ce qui nous constitue, et d'autres peuvent avoir d'autres bases de constitution. On verra après, on est un mouvement ouvert. Donc pour nous, ce qui est important, c'est l'entrepreneuriat collectif, le développement de projets collectifs, qu'il s'agisse de projets de développement local, territorial ou d'entreprise. Pour nous, c'est important. Bon, on sait que c'est une mode de faire de l'économie qui est particulier. D'autres peuvent avoir d'autres modes. Bon, on ne demande qu'à se reconnaître. Deuxième importance au niveau des pratiques, c'est la réponse à des besoins réels d'habitants de territoire. Et donc, si on veut avoir des besoins réels d'habitants au territoire, il faut que les habitants de ces territoires les expriment, les portent, et donc qu'on construise avec eux. Troisième point de repère sur les pratiques, c'est on souhaite faire avec et non pas pour. Et donc, à l'image de ce qui s'enclenche sur Saint-Michel, on souhaite faire avec les habitants, avec les citoyens, avec les acteurs locaux. Et c'est le troisième point. Quatrième point de repère sur les pratiques, l'importance de la démocratie, de la bonne gouvernance. Et pour nous, la bonne gouvernance, c'est celle qui met autour de la table l'ensemble des acteurs concernés par le sujet traité. Et on décide ensemble, en se donnant le temps de faire consensus ou de faire large majorité. Et enfin, c'est l'ancrage territorial. Donc ça, c'est un peu l'APES comme acteur ancré dans l'économie sociale et solidaire. Deuxièmement, deuxième image sur l'APES, ce que ça fait au fond, c'est un intégrateur. Je crois qu'on peut dire que l'APES est un intégrateur, c'est qu'on souhaite faire avec et faire sur des territoires. Donc en décloisonnant les différentes familles d'acteurs, nous on se sent particulièrement bien au Club Noé parce que c'est un club ouvert sur la diversité. Et donc on souhaite faire coopérer ensemble sur des territoires, sur des projets, les acteurs, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, bien sûr,
mais aussi les entreprises qu'on va dire plus entreprises classiques, je ne sais pas comment on les appeler, parce qu'il n'y a pas deux entreprises pareilles, il y a une multitude de façons de faire de l'économie, donc des entreprises qui ne sont pas de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les porteurs de politique publique, et donc les collectivités. On pense que les collectivités sont des acteurs économiques à part entière, qu'on a besoin d'eux, et bien sûr les habitants. Et donc on souhaite faire coopérer tout ce petit monde sur du développement territorial. Et justement, là-dessus, on parle d'habitants. Derrière, moi, je vois aussi la casquette du citoyen. Donc, on revient un peu sur notre thématique centrale. Quand on parle d'engagement citoyen, souvent, moi, j'entends l'engagement citoyen, notamment dans les associations, secteurs qu'on connaît très bien. L'engagement, il est en berne. L'engagement, il change. Mais j'entends aussi l'engagement, il évolue. Il prend des formes un peu nouvelles. Et aussi, il se situe davantage du côté de l'entreprise, c'est-à-dire hors statut associatif. On en est où un peu sur l'engagement citoyen ? Alors, je vais répondre, je vais garder la réponse. Je retiens la question, parce que, effectivement. Et donc, je termine sur ma petite présentation. Troisième point de repère, après l'intégrateur, mais je retiens la question de citoyenneté, c'est l'APES est un mouvement ouvert, et donc, bien sûr, nos adhérents sont importants. Il faut qu'on soit à leur écoute, qu'on leur donne de la visibilité, qu'on leur donne de l'aide. Mais également, ce qui est important, c'est la qualité de la coopération que nous tissons tous ensemble. Et pour nous, il y a un enjeu important dans la période, c'est de revendiquer que nous sommes dans une économie plurielle et que nous devons reconnaître la pluralité de l'économie, la diversité de l'économie, pour travailler mieux ensemble et sortir de logique de toujours plus, comme on dirait dans l'économie sociale, dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération, sortir de la logique productiviste. Et donc ça, c'est pour nous très, très important. Et dernier point de présentation de l'APES, et puis après je reprends la question de la citoyenneté, c'est que nous souhaitons, nous nous définissons comme un acteur engagé dans la transformation écologique et sociale, parce que pour nous, l'urgence, c'est sortir du toujours plus, sortir de la logique productiviste. C'est l'urgence de partir des besoins réels, de développer avec les habitants et de faire qu'on invente une société plus sobre en ressources, plus sobre, je dirais, dans son expression, moins d'esbrouf, plus de réalité. Et que là, on a besoin justement des citoyens. Alors, la question de la citoyenneté, où on en est ? Alors, on dit toujours, bon, la citoyenneté, ça c'est de plus en plus difficile. Mon brave monsieur, c'était tellement mieux avant. Non, il faut arrêter ça. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Tout ce qu'on peut essayer d'approcher sur l'engagement bénévole, l'engagement citoyen, il n'a jamais été aussi important. Il n'arrête pas de grandir. Ce qui nous perturbe, c'est que ça n'a pas les mêmes formes qu'avant. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que par rapport au secteur associatif, on a du mal au niveau d'avoir des administrateurs. Avoir des bénévoles et des bénévoles actifs, c'est pas le problème. Quelquefois, on en a trop. On a un problème avec les administrateurs, parce que ça, c'est le modèle ancien. C'est un modèle qui a ses contraintes. Donc ça, c'est pas facile. Donc non, le bénévolat se porte très très bien. Dieu merci. En revanche, les formes évoluent. C'est normal, la société évolue. On est à un moment sans doute de bascule de notre société, de bascule de notre modèle de développement. Donc on est à un moment de bascule du type de bénévolat. Et donc ça nous perturbe un peu ou beaucoup, mais le bénévolat, il est là. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème ça. On a du bénévolat, il se porte très très bien. Mais il évolue, et il faut le mesurer. Et au bout du compte, c'est ça l'engagement citoyen. Je ne sais pas si je déborde de questions. Mais l'engagement citoyen, c'est un grand mot pour des petites choses au quotidien. Au bout du compte, l'engagement citoyen, qu'est-ce que c'est ? C'est vivre ensemble et faire société ensemble. Faire société, donc, au niveau économique, donc participer à du développement économique. Faire société avec ses voisins, c'est participer à du développement social. Faire société, c'est faire société en participant à la vie politique globale, donc participer à la démocratie politique. Et c'est ça qui fait société. Et c'est bougrement important pour avoir une société qui se développe. On sait très bien, moi j'ai passé plus de 30 ans à faire du développement local sur les territoires, des territoires où les habitants sont effondrés sur eux-mêmes pour X raisons, où il n'y a plus d'associations très vivantes, et ben les entreprises ne sont pas très vivantes. Et donc, si on veut un monde vivant,
qui répondent aux besoins de ses habitants, il faut des citoyens engagés auprès de leurs voisins, engagés dans leur entreprise, engagés dans le centre social du quartier, engagés comme à Saint-Michel dans des collectifs qu'on invente. Et donc c'est ça la citoyenneté. Et justement, à partir de l'expérience de l'APES, comment on fait naître cette citoyenneté? Parce que tu posais très justement qu'il y a des territoires où effectivement le dynamisme entrepreneurial n'est pas très présent, la citoyenneté non plus. Comment on fait? Comment on déplace ça? D'abord, on se dit que ça ne va pas être simple. Je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Et qu'on va devoir se donner du temps et de faire un travail de fourmi. Et donc je pense qu'il faut qu'on se donne le temps de mettre autour d'une envie de faire quelque chose, à la limite, quelle qu'elle soit. Ça peut être faire bouger un quartier, ça peut être monter une régie de quartier, ça peut être répondre à des besoins, ça peut être avoir des aliments plus sains. Donc ça peut être une envie, et de mettre autour de la table, autour du projet, l'ensemble des parties prenantes. En se disant, quand on aura mis ensemble l'ensemble des parties prenantes, on aura créé un écosystème vertueux capable de répondre aux défis qui nous intéressent. Alors après, nous racontons pas d'histoire. Un projet, ça veut dire porteur de projet. Et donc, il nous faut un porteur de projet ou des porteurs de projet, c'est-à-dire des individus qui vont se réunir, qui vont se grouper et qui vont prendre les affaires en main plus que d'autres. Et donc, il va falloir l'accompagner, mais toujours dans ce grand mouvement avec l'ensemble des secteurs. Donc, c'est ça un petit peu le travail de faire vivre des initiatives de territoire et de faire vivre des initiatives d'économie sociale et solidaire ou d'économie de la coopération. Il y a des différences, mais au bout du compte, on est sur quelque chose qui répond à des besoins et qui est ancré sur un territoire. Donc, on retient s'appuyer sur la citoyenneté pour aller vers une transition écologique, oui, mais pas la citoyenneté à laquelle on pense, en tout cas pas les formes d'engagement auxquelles on pense, que c'est des formes nouvelles, que pour s'appuyer sur la citoyenneté, il faut la faire vivre, et du coup ça veut dire se donner les moyens, et notamment sur des territoires où elle est un peu en berne, donc ça pose des questions, c'est bien ça, et ensuite on peut se poser la question de quels enjeux sociétaux on défend et on porte avec les citoyens sur un territoire, et avec les autres parties prenantes. Mais il y a des choses qui sont très, très réconfortantes. Par exemple, la finance solidaire se porte à merveille. Il n'y a jamais eu autant de succès pour les placements éthiques et pour les placements solidaires. Ça ne fait pas les gros titres des journaux tous les matins. Donc ça veut bien dire que quelque part, il y a dans la tête d'un grand nombre d'individus le fait que si j'ai de l'argent que je n'utilise pas immédiatement et que je peux placer, tant qu'à faire, autant le mettre dans quelque chose qui a du sens et qui va respecter un certain nombre de choses. Donc là, il y a des points d'appui. Quand on voit, par exemple, la demande de tiers-lieux, alors tiers-lieux, c'est un nouveau mot à la mode. En gros, ce sont des lieux de vie qui sont ni des lieux de travail, mais qui sont des lieux de travail, qui ne sont pas des lieux de vie comme sa maison, mais qui sont un peu comme ça. C'est un peu l'auberge flamande, où c'est à la fois un lieu de détente, un lieu d'échange, un lieu où on reconstruit le monde, où on peut boire un coup, et puis où il se passe des tas de choses. Et c'est là où se créent des collectifs, par exemple. Donc, toujours pour rester sur notre ami Sébastien, il parlait du Mutualab, voilà un exemple de tiers-lieu. Mais ailleurs, le tiers-lieu, c'est peut-être un centre social. Ailleurs, c'est peut-être une bibliothèque. Ça peut être n'importe quoi. Merci beaucoup, Luc. Le contexte est posé, en tout cas à l'échelle un peu globale, citoyenneté, entreprise, grands enjeux sociétaux. Je propose maintenant qu'on redescende un peu au niveau d'un collectif de quartier. Bono Bourrel, je vais vous laisser vous présenter et présenter en quelques minutes les grandes lignes de votre initiative territoriale. Oui, bonjour. Donc, Bono Bourrel. Alors moi, je suis enseignant-chercheur, je suis biologiste à l'origine et vice-recteur en charge de la responsabilité sociétale à l'ACATO, en fait, développement durable sur une partie de l'ACATO, qui est une vieille dame, 1875, formation, recherche, prendre soin avec les hôpitaux, les EHPAD. Et en 2000, alors, d'où est née notre initiative en fait, celle dont je vais vous parler, qui concerne le quartier Vauban-et-Carme. C'est le quartier dans lequel on se trouve et qui s'étend du port de Lille, du rond-point du port de Lille jusqu'à la citadelle. C'est un quartier assez étroit.
En fait, c'est né en 2013, troisième révolution industrielle, Rêve 3 maintenant. Et puis nous, à l'université, qui nous disons très très vite, on est... Voilà, on est quand même un gros acteur économique dans ce quartier. On est un lieu de production de connaissances, de partage de connaissances, de formation. On a nos propres problématiques de gestion de bâtiments, problématiques énergétiques, générateurs de mobilité. On a des labos qui travaillent sur la production photovoltaïque, le stockage. On a des sociologues qui s'intéressent à la conduite du changement en termes de pratiques pro-environnementales et bien d'autres choses. Eh ben, on y va, hein. Notre président recteur et l'équipe de direction, on s'est dit... on y va et puis on est ambitieux. Et donc, on a créé un programme d'orientation. Dès le départ, on a souhaité l'appeler Life3. Life3, ça veut dire l'île Vauban-et-Carme en transition énergétique, économique et écologique. Donc, ce n'était pas l'Akato en transition, c'était l'île Vauban-et-Carme en transition. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit dès le départ que notre projet, s'il est né évidemment dans nos cerveaux d'universitaires, très vite, on allait aller à la rencontre des acteurs du quartier dans lequel on se trouve, voilà, de manière à leur proposer de prendre part à notre projet. En se disant bien que, bien sûr, dès l'instant où d'autres prennent part à notre projet, sur certains aspects, notre projet bouge et on n'est plus les seuls pilotes de notre projet. C'était vraiment la volonté de départ. C'est un projet qui est global, parce que là-dedans, il y a de la rénovation. Troisième révolution industrielle, hein, donc il y a de la rénovation de bâtiments producteurs d'énergie, partageurs d'énergie, de la mobilité douce, intelligente, décarbonée, électrique, une focalisation de la recherche de plus en plus hybridée entre les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales. Technologie, oui, mais usage, hein, besoin, acceptabilité de ces technologies. Il y a de la création d'activités, des incubateurs, des accélérateurs, des startups hein, qui naissent chez nous, qui sont hébergés ou qui naissent de projets d'étudiants. Et puis, comment mobiliser, comment proposer à nos étudiants. C'est 30 000 étudiants à l'Akato. Hein. Enfin, 20 000 sur site, on triche un petit peu, mais 20 000 sur site au pic de fréquentation, dans un quartier, Vauban-et-Carme, dans lequel il y a 20 000 habitants. 20 000 habitants, 20 000 étudiants. Donc, comment mobiliser les étudiants, les collaborateurs au sein de l'université, mais aussi les habitants du quartier, les entreprises du quartier, les commerçants, les associations, les collèges, les lycées, les écoles. C'est un quartier dans lequel il y a plein d'enseignements scolaires. Et justement, là-dessus, je me permets, mais il y a Eric Nias qui vient de rentrer dans la salle que je salue. Vous avez cité tout à l'heure la troisième révolution industrielle, et on s'est souvent posé la question de l'engagement citoyen. Comment on amène les citoyens à s'approprier la troisième révolution industrielle ? Là, on en a un bon exemple. Comment on fait ? C'est quoi un peu les déclics ? C'est quoi les leviers ? Comment ils s'approprient un peu les projets ? Et comment ils rentrent finalement avec tous ces acteurs, il faut se dire quand même les premiers présents dans la troisième révolution industrielle, ce n'est pas les citoyens. Comment on les emmène avec nous dans ces grands projets territoriaux ? Alors, en fait, il y a une opportunité qui était très intéressante pour nous, hein, puisque on a rencontré, là on était en 2015 à peu près, hein, le président du conseil de quartier, donc, qui est adjoint au maire de Lille, et qui est d'ailleurs adjoint en charge de la vie étudiante. Bon. Et lorsqu'on a partagé avec lui sur notre projet Life3, très rapidement, instantanément, il s'est dit mais on va avancer ensemble. Et donc, Laurent Guyot et moi-même, on est en fait copromoteurs de cette démarche. Et lorsque je me souviens de cette première réunion pendant laquelle on a invité le quartier à une conférence, il y avait une projection du film Demain, donc un débat, et on leur a parlé de transition énergétique et sociétale, avec nos mots d'universitaires. Ils nous ont dit, transition énergétique, on voit à peu près, hein, on met des panneaux solaires sur notre toit. Sociétale, transition sociétale, on ne voit pas, on ne sait pas. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on lance une démarche de coélaboration en partant des gens eux-mêmes, avec leurs propres attentes, avec leurs propres représentations, avec leur propre vocabulaire. Et donc, on s'est appuyé sur une expérience que l'on mène depuis 15 ans maintenant à l'université, aux portes de Lille, qui est Humanicité. Humanicité, donc nouveau quartier autour de l'hôpital Saint-Philibert. C'est un living lab, donc un quartier démonstrateur du bien vivre ensemble.
On crée un quartier avec les communes Capinghem, Lomme, Lamel et ainsi de suite. Un quartier très mixte avec du résidentiel, des équipements médico-sociaux, de la formation, et ainsi de suite. Et l'idée là-bas, c'était comment finalement animer ce bien vivre ensemble dans une démarche de participation sociale. Alors, il y a beaucoup de méthodes là derrière. Et en fait, on a utilisé une de ces méthodes qu'on appelle le forum ouvert. Donc on a organisé un forum ouvert au sein du quartier. C'est 6 mois de préparation par un comité d'organisation composé des représentants des différents acteurs du quartier. Une quinzaine de personnes qui ont appris pendant ces 6 mois ce qu'était un forum ouvert, comment l'organiser, comment le jour même, c'est une journée, ça a été le 1er avril 2017, une journée, un samedi. Et en fait, ce qui est les grandes lignes, je dirais, de ce forum ouvert, c'est qu'on invite tout le monde. On n'est pas sur une réunion où on détermine qui doit être là parce que telle personne est experte. Non, tout le monde vient s'il a envie de venir et tout le monde est expert de sa propre vie quotidienne, de ses propres besoins et ainsi de suite. Vient qui veut. Donc il y avait une phrase d'invitation, que faire ensemble pour que notre quartier devienne un quartier durable et du bien vivre ensemble. C'est à peu près ça la phrase. 90 personnes sont venues sur la journée. Et en fait, il n'y a pas d'ordre du jour. Par contre, il y a une organisation qui est vraiment préparée pendant 6 mois et donc qui est très très bien réglée minute par minute. Et en fait, les participants ont pour la plupart été un peu surpris parce qu'ils s'attendaient à voir des stands, rencontrer des experts. Non, ils se sont retrouvés en rond, en plusieurs cercles concentriques avec des facilitateurs au milieu qui leur a dit bon, maintenant vous prenez une feuille et chacun va vous proposer une idée, un projet, une question, une remarque. Et donc il y a plusieurs personnes qui ont présenté un mot, une question, une phrase. Ça a été affiché. On a fait des recoupements, puis on a proposé aux participants de se réunir autour de table sur les différents sujets. Donc je crois qu'il y a eu 17 sujets de discussion, faire des comptes rendus. Alors on avait la logistique derrière, des ordinateurs, des imprimantes, pour que tout soit affiché en temps réel. Donc on n'a pas fait d'ordre du jour, c'est les participants qui sont arrivés avec leurs propres idées, projets, préoccupations, et qui les ont partagés, et d'autres qui se sont associés à eux pour travailler sur la question. Donc 17 rondes d'action. Et la phase suivante, c'était ronde de discussion, et la phase suivante, c'était les rondes d'action. Bon, là, c'est un petit peu différent parce que la réunion était guidée par une forme de cahier des charges, et on demandait à ce que les participants de ces tables rondes en fait, se projettent sur l'identification de moyens nécessaires pour mettre en œuvre leur action, un planning de l'action, et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que dans la majorité des cas, les participants de ces tables d'action ont échangé leurs coordonnées. Ils avaient vécu une journée de co-construction, d'échange, de débat, et donc ils ont échangé leurs coordonnées en se disant mais il faudrait qu'on se revoie samedi, là, dans 2 semaines, pour continuer à travailler sur le sujet. D'autant que le comité d'organisation, au démarrage de la journée, ou à la fin, je ne sais plus, pendant la journée, a dit aux participants, bon, on a organisé, mais maintenant, on s'engage, et notamment Laurent Guyot et Benoît Bourrel, les 2 copromoteurs, on s'engage à se transformer en comité de facilitation. Et maintenant, donc on va pas faire à votre place, mais on va tout faire pour faciliter la mise en œuvre de vos projets. On va vous mettre en relation avec des experts, essayer de vous orienter vers des ressources, essayer de vous conseiller et transformer donc ce comité en un comité de facilitation. Je vous donne quelques exemples des projets qui ont émergé de ce forum ouvert. Un tiers-lieu. Ben oui. Mais là, ça venait des habitants. On a entendu parler de tiers-lieu. On voudrait créer un tiers-lieu dans le quartier. Aujourd'hui, la ville de Lille est en train de discuter avec la MEL pour utiliser le rez-de-chaussée d'une maison qui appartient à la MEL dans le quartier avec des associations de manière à en faire un premier tiers-lieu, qui sera peut-être un peu petit, mais on est déjà dans l'idée de se dire qu'après, il faudra sûrement quelque chose de plus gros. Un Ripper Café. Voilà. Ce matin, on a reçu un mail de la MEL.
comment est-ce qu'on finance ça? Un Repair Café, c'est du bénévolat, mais il faut quand même lancer la démarche, se faire accompagner. Il faut qu'il y ait un peu de buzz là derrière, et puis il faut aller chercher des bénévoles, il faut montrer que ça bouge dans le quartier. Donc on va avoir un financement dans le cadre des appels à projets Mets la transition dans ton quartier de la Melle, voilà, pour faire appel à une association, le Jardin d'Ébène, qui va venir nous aider à lancer le Repair Café. Et ensuite, ça va se pérenniser. Et peut-être qu'à un moment, on se dira, mais le modèle du bénévolat, c'est bien, mais on peut peut-être aller plus loin, réfléchir à un autre modèle. Alors, économique. justement, s'il y avait une suite, donc on voit bien, là aujourd'hui, il y a une organisation collective territoriale. S'il y avait une suite, plus sur la forme de la gouvernance avec les autres parties prenantes, ce serait quoi? Le lien avec les collectivités, le lien avec les acteurs économiques du territoire. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se pensent un peu comme ça? Alors, il y a des choses qui se pensent, qu'il faut bien comprendre. C'est que rien n'est écrit d'avance dans ce genre de projet. Je pense que s'il y a une suite, c'est effectivement, d'une part, un renforcement des projets là, qui existent, qui sont en cours, des nouveaux projets qui émergent, une mise en relation peut-être de certains de ces projets ou avec d'autres dynamiques du territoire. Aujourd'hui, on en est là. Hein. La prochaine étape, c'est bientôt, c'est le 9, c'est ça, samedi 8 ou 9 juin, je ne sais plus, 9 juin. Matin, l'organisation d'un rendez-vous du quartier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la ville de Lille a rénové aussi le fonctionnement des conseils de quartier avec des ateliers de quartier, des rendez-vous de quartier, et donc on co-organise avec la ville, avec le conseil de quartier, un rendez-vous du quartier dans lequel il y aura une phase de bilan par le président du conseil de quartier, discussion et atelier. Objectif, renforcer les projets existants, issus du forum ouvert de l'année dernière, et initier des nouveaux projets. Et nous, on intervient encore une fois sur l'accompagnement méthodologique, hein, sur l'animation, voilà, comment on est sur du co-design, hein, de la co-élaboration, comment renforcer, donner cette envie aux participants de venir se raccrocher à un groupe, ou alors initier des nouvelles actions. Une toute dernière question, est-ce que ça influe aussi sur l'université, ce mode de faire un peu nouveau? Oui, ça influe. Et en fait, ça vient un peu de l'université, ce mode de faire nouveau. Parce qu'un an avant, en 2016, on a organisé un forum ouvert dans l'université. On a procédé par étapes et on a, dans un premier temps, mobilisé des étudiants et des collègues de l'université sur la question de la transition énergétique avant de partir d'une partie de ce noyau-là pour travailler avec le quartier. Voilà. Cela dit, oui, cette démarche d'ouverture, je dirais, de Live Tree au quartier, effectivement, impacte aussi l'université, donc qui a toujours été, je dirais, assez dynamique dans sa volonté de s'ouvrir au quartier, mais je crois que ça pourrait prendre maintenant une dimension encore plus importante, puisque les dernières discussions entre le président du conseil de quartier et le président recteur vont plutôt vers encore davantage de porosité, pas que sur des questions de développement durable, hein, d'accès aux bibliothèques, d'activités culturelles, voilà, d'ouverture de l'université et de ses ressources en fait, au quartier. Parce que vous voyez la citoyenneté, ou en tout cas s'ouvrir au quartier, comme étant un pilier de l'innovation ou un facteur d'innovation au sein de l'université? Oui, je pense que c'est un facteur d'innovation. L'innovation, comme dirait notre président recteur, se niche au cœur des rencontres improbables. Donc, c'est pas en restant entre habitants dans son association, entre chercheurs dans son laboratoire ou entre collaborateurs dans telle entreprise qu'on va innover. On va innover un peu, mais on va surtout innover lorsqu'on va rentrer en dialogue avec des personnes qui font des activités complètement différentes, qui ont des histoires différentes, qui ont des métiers différents, qui ont des représentations du monde, de l'économie complètement différentes. Et c'est là, effectivement, où dans ces confrontations, partages, que des projets, effectivement, peuvent émerger et peuvent être innovants, parce que ça oblige tout le monde à sortir un petit peu de son cadre. Voilà. Et puis là-dessus, on peut y mettre aussi de
de la méthode d'animation, de co-design, ainsi de suite, qui... Voilà, il ne suffit pas, comme vous le disiez, de mettre des gens dans un tiers-lieu, hein, il se passe des choses, mais il y a aussi beaucoup de méthodes qui facilitent tout cela et puis qui favorisent en fait cette émergence de projets et aussi qui favorisent la participation sociale. Quand on fait un forum ouvert, on ne sait pas ce qui va sortir, on sait qu'il y a des projets qui vont sortir, mais un des premiers objectifs, c'est de créer du lien entre les gens. Voilà, de créer une envie du lien et une envie de poursuivre sur un projet dans lequel rien n'est écrit à l'avance, hein, mais c'est la dynamique de participation en fait qui est importante. Merci beaucoup. On est déjà sur la réponse à comment on crée de la citoyenneté sur un territoire. Merci. On va se déplacer, passer du côté de l'entreprise. Diane, une petite présentation en quelques minutes de Tipimi. Alors, bonsoir à tous. Tipimi, c'est une SCOP, une jeune SCOP. On a à peine un an et demi d'existence. Son objet, c'est de favoriser, encourager et aider au développement de la mutualisation, notamment au travers des équipements et des objets, de tout à chacun. Là, on est parti un peu d'un constat. Je vais reciter M. Delval, parce que c'est exactement le même. Sortir du toujours plus, partir des besoins réels, je reprends bien. Une société plus sobre et plus économe en ressources. Donc c'est vraiment le constat, le premier constat de Tipimi, c'est de se dire qu'on était dans une société d'hyper-consommation. Je pense qu'on en est tous convaincus, que les enjeux environnementaux étaient importants et qu'on ne pouvait pas continuer à poursuivre sur ce chemin-là. Ça, c'est notre constat. Donc voilà, la réflexion, je dis nous parce que nous sommes deux associés dans cette belle aventure ou cette belle galère, je ne sais pas comment l'appeler. Les deux, voilà. En tout cas, dans ce radeau, qui ne sera pas de la Méduse, qui se sont dit, voilà, on va essayer de faire en sorte de faire bouger les lignes. Comment les faire bouger? On a trouvé un média qui est Internet. Le média Internet, on a donc monté et mis en ligne une plateforme collaborative qui nous permet, sur plusieurs formats, donc notamment aux particuliers, de se prêter et de s'échanger tous les biens qu'ils possèdent et qu'ils n'utilisent qu'occasionnellement. Voilà, c'est tout simple. On a un format un peu, une adhésion, enfin un modèle économique qui se repose sur de l'adhésion. Donc l'adhésion de particuliers, le principe c'est de se prendre en charge, c'est une adhésion qui est au tarif libre et solidaire, voilà, tout de même. Et après on fonctionne en points, avec un échange de points, ce qui fait qu'on a de la réciprocité dans les échanges, mais il n'y a plus d'opérations, de transactions financières entre les membres. Voilà, alors pour finir sur Tipimi, donc là il y a cette communauté de particuliers, puis on peut également effectivement s'adresser en groupe, créer son groupe privé sur la plateforme et on s'adresse à ce moment-là aux associations pour qu'elles puissent faire de même entre elles, aux entreprises pour qu'elles puissent faire de même entre elles au niveau de leurs besoins professionnels, sur une zone d'activité par exemple, mais également aux entreprises de manière effectivement à le faire au sein de l'entreprise par leurs salariés. Ça c'est l'idée de départ. Alors justement, on voit bien là dans la description des besoins territoriaux, repérés, identifiés. La manière d'y répondre, c'est de construire une entreprise, pas n'importe laquelle, en plus une SCOP. Est-ce que ça peut nous amener à se poser la question de une entreprise peut-elle exprimer une forme de citoyenneté? Et si oui, comment? Alors nous, l'objet, en fait, il était un peu ambitieux. C'est créer une société, certes, créer des emplois, notamment le nôtre, certes, mais sur un projet un peu ambitieux qui est de faire bouger les lignes, vraiment. C'est-à-dire que des plateformes collaboratives, vous en connaissez, il en existe d'autres. Notre particularité, c'est peut-être effectivement notre vision, en fait, qui est pour le coup vraiment axée sur la citoyenneté, c'est de dire, il ne suffit pas de déclencher un service qui peut correspondre peu ou prou à certaines inclinations, en fait. Donc, du coup, de faire comme beaucoup de plateformes collaboratives, de se dire, on va être la plus grande, la plus grosse, et on va effectivement devenir la première de France, voire la première internationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le développement aujourd'hui des plateformes collaboratives. Mais du coup, on dilue un petit peu l'offre et la demande, et on ne fait pas véritablement bouger les lignes. Nous, on s'est dit, on veut faire
de la collaboration, de la mutualisation. Tout ça se fait en proximité. Donc, on fait une entreprise locale et on offre notre service localement. On est dans une agglomération qui est quand même assez importante, dans une région Hauts-de-France qui est également très peuplée. Donc, toute la plateforme particulier, en fait, s'adresse à et à destination de la métropole lilloise. Le principe, c'est vraiment de faire correspondre les besoins et les demandes, vraiment sur un territoire assez restreint, de manière effectivement à avoir véritablement un levier de changement. Et pour tout ce qui est services, entreprises, groupes privés, associations, uniquement sur les Hauts-de-France. Donc la proximité à ce niveau-là était vraiment, et l'implantation locale était vraiment super importante. Est-ce qu'on retrouve derrière l'idée de penser global et agir local ? Oui, non, mais on retrouve forcément le penser global, agir local. C'est un peu... je pense qu'on ne peut agir et faire bouger les lignes que comme ça. Voilà, que comme ça. Chaque territoire a ses spécificités et en plus, il faut pouvoir y être, pouvoir être vu si on veut vraiment faire changer les lignes. La mutualisation, l'échange d'équipements, etc., ça se fait déjà, ça se fait entre voisins, vous le faites avec votre famille. Il y a des petites associations qui, dans les quartiers, font la même chose. Mais si on veut vraiment changer d'échelle, il faut pouvoir être identifié, aller convaincre, et ça, on le fait localement. On ne peut pas le faire. Si je propose mon sujet à Marseille, on ne pourra pas aller vers les citoyens à Marseille. Ce qui fait que nous, on s'est implanté. Nos bureaux sont, par exemple, dans le quartier de Fives. On a pris un ancien commerce, donc ça a vitrine sur rue. Ce sont nos bureaux. On y rencontre les personnes. Enfin, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut se renseigner. Les personnes qui ne sont pas très acculturées avec Internet, parce qu'on est dans un quartier quand même qui est mixte, peuvent aussi venir. On les inscrit, on leur montre comment ça fonctionne. Alors voilà, je vais redire moi aussi le mot magique, tiers-lieu. On va dire qu'on va être un petit tiers-lieu de la métropole pour répondre à Tipimi, c'est-à-dire que dans ces locaux, on propose du coworking parce qu'on a de la place, on fait des ateliers de création, de co-création, d'upcycling, on tient un Repair Café tous les derniers samedis du mois et on a, comme il y avait effectivement un bar, on ouvre le bar en mode associatif, avec une association qui est accolée à la SCOP Tipimi tous les vendredis soirs, afin que les adhérents puissent effectivement se rencontrer, etc. Donc oui, penser global, mais agir local. Là, on voit bien, vu les services proposés, que Tipimi a besoin de citoyens qui sont conscients d'un certain nombre d'enjeux. Se pose donc la question de la capacité de Tipimi à créer cette citoyenneté. Et du coup, plus généralement, est-ce que l'entreprise, dans sa globalité, peut créer la citoyenneté ? En fait, on parlait de besoin, on disait tout à l'heure, tu m'as dit, ça répond à un besoin. En fait, ça répond à un besoin, effectivement, quand on parle environnement, quand on parle de ressources, ça répond véritablement à un besoin. Sauf que ça ne répond pas à un besoin exprimé par le citoyen aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne se dit « Ah, mais il faudrait que j'emprunte tel ou tel matériel. » C'est « J'en ai envie, j'en ai besoin, je vais l'acheter. » Voilà, là, effectivement, est la pratique. Donc, le principe, c'est effectivement d'acculturer, c'est d'aller vers. Donc, effectivement, on se déplace un peu partout dès qu'on nous invite. Mais c'est aussi de donner les éléments qui permettent de comprendre pourquoi le service existe. Et c'est vraiment dans ce sens-là, effectivement, on va vers les usagers. Je pense qu'il faut effectivement... Voilà, il y a de la pédagogie à faire, toujours. C'est pourquoi, effectivement, là, il y a un argument qui est assez simple, c'est l'économie. Parce que, bien évidemment, le fait de se prêter et de s'emprunter sans échange financier aucun fait que l'on dépense moins. C'est un premier levier et il faut l'utiliser parce que c'est souvent une porte d'entrée. Voilà. Et une fois que cette porte d'entrée est passée, est ouverte, on peut aller vraiment sur des notions plus intéressantes et plus éthiques. Et voilà. Une fois qu'on a créé cette citoyenneté, un peu là au niveau des consommateurs qu'on finalement on déplace, c'est plus des consommateurs, c'est aussi des contributeurs à la solution. Comment on les garde ? Parce que l'action de la durabilité, elle se pose. Comment on les conserve ? Est-ce que c'est dans la gouvernance ? Est-ce que c'est en leur proposant de contribuer un peu plus fortement encore à la solution ? Comment on s'y prend ?
Alors déjà, nous sommes dans la phase, pour l'instant, où il faut convaincre, parler, faire parler de nous et nous faire connaître. Donc ça, c'est la première phase. Mais bien évidemment, tout de suite, il faut passer à la seconde et penser à la seconde, comment on garde les personnes. Donc c'est vrai qu'effectivement, les événements que l'on peut faire, le fait de se déplacer, etc., fait que on a quand même des manifestations saisonnières, fait que voilà, on garde toujours un lien. Je pense que la seconde étape, ce sera de passer sur une gouvernance collective, c'est-à-dire se passer de la SCOP à la SIC, avec un collège d'utilisateurs, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'un collège d'utilisateurs, certainement un collège association et certainement un collège entreprise. Alors on aurait pu très bien le concevoir dès le départ, sauf que j'aime à penser que c'est en s'impliquant qu'on ait envie de s'impliquer et de ne pas le faire de façon... j'ai pas le terme là. Voilà, en tout cas, c'était pas... Voilà, tout simplement. Et du coup, on entend bien d'un côté 2 salariés au sein de la SCOP, une volonté de créer une SIC. On aimerait bien, en tout cas, pour l'instant. Bientôt, on vous le souhaite. Beaucoup de consommateurs où on essaie de renforcer un peu leur place. Est-ce qu'on fait le pari que dans quelques temps, d'une part, vous aurez plus de salariés, mais aussi que le service ira plus loin parce qu'on implique davantage les citoyens? Ouais, j'aimerais bien se faire ce pari-là. Et puis pour justement aller vers... j'aimerais bien juste faire une petite digression. Pour aller vraiment vers le citoyen et aller plus loin encore et les toucher, c'est vrai qu'on a une offre pour les entreprises. Cette offre pour les entreprises, on l'a mis en place là, il y a 1 ou 2 mois, et on est en voie de commercialisation de cette offre pour les entreprises. C'est véritablement elle qui nous ferait vivre, hein, enfin, en termes de business model. C'est vraiment ce principe-là. Elle consiste notamment à créer donc un groupe, ce que j'ai dit tout à l'heure, un groupe privé au sein de la plateforme pour l'entreprise, pour les salariés de l'entreprise. Et je rebondis avec ça parce qu'en fait, pourquoi les entreprises? Alors effectivement, ça nous permet de vivre, d'avoir un modèle économique, d'accord? Mais pas seulement. Ça permet aussi d'aller chercher les citoyens là où ils sont, c'est-à-dire dans l'entreprise aussi. Et là, je peux rebondir sur l'entreprise citoyenne. Là, on me présente comme une entreprise citoyenne, mais je pense qu'il va falloir élargir cette notion d'entreprise citoyenne aux entreprises classique, je ne sais pas, le terme, on ne l'avait pas tout à l'heure. Le principe, c'est de se dire, justement, pour aller chercher les citoyens, c'est aussi aller chercher les citoyens qui n'ont pas l'habitude de ce type de comportement, qui ne sont pas forcément aguerris aux problèmes d'environnement, etc. Et où aller les chercher le mieux, c'est peut-être dans un cadre un peu sécurisé qu'est leur entreprise aujourd'hui, où, du coup, entre collègues, sur le même lieu de travail, ils pourraient échanger, se prêter et commencer cette démarche. Il y a un intérêt grandissant pour l'entreprise, important. Je pense qu'elle ne s'en rend pas encore bien compte, il va falloir effectivement encore qu'on convainque. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est de faire du lien en entreprise, c'est de faire du lien tout en donnant du sens, c'est faire un relais en fait, des démarches RSE de chaque entreprise et de dire, voilà, à votre échelle, voilà les bénéfices que vous pouvez en tirer. Et ensuite, il ne faut pas oublier que les salariés, ce sont également des habitants. Donc effectivement, après, ils ramènent ça chez eux, ils en parlent autour d'eux, et c'est aussi ça, faire de la citoyenneté. C'est pas arriver uniquement dans une... Et c'est toute la complexité, hein, mais de ne pas s'adresser uniquement aux personnes averties. Et c'était vraiment l'objet de Tipeee.me, de ne pas rester dans un cadre d'avertis, mais d'aller plus loin. Est-ce que ça, c'est quelque chose de courant de proposer comme service aux entreprises, de les appuyer finalement à créer de la citoyenneté auprès de leurs salariés? Ou est-ce que et comment c'est perçu, approprié par les entreprises que tu as touchées? On cherche encore notre première entreprise dans laquelle entrer. Je vais vous expliquer. Il y a un appel qui est lancé. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les actions qui sont faites pour les entreprises en termes de citoyenneté, hein, là je ne parle plus d'environnement, même si effectivement on est également dans l'environnement, mais en termes de citoyenneté, il y a du mécénat, il y a de l'information lors de journées de développement durable par exemple, il peut y avoir des fondations pour les très grandes entreprises. Et je vais vous expliquer en 2 minutes un petit paradoxe.
Voilà, on cherche des fonds parce que temps de se développer, voilà, on a besoin un peu de fonds pour continuer l'aventure. Et du coup, les contrats ne se développant pas tout de suite, c'est normal, ça fait 2 mois qu'on commercialise, c'est tout à fait logique. Je regarde du côté des fondations. Et je tombe sur une fondation, j'écris à une fondation d'un grand groupe connu sur la région. La fondation, les bureaux basés à Paris, qui me répondent, qui sont effectivement assez emballés par le projet, par le concept, par l'activité, et notamment sa version entreprise. Et donc voilà, on est en train de travailler en ce moment avec cette fondation, mais moi ce que je leur dis, c'est que oui, bien sûr, je vais pas, voilà, on ne va pas lésiner, on ne va pas faire la fine bouche pour avoir effectivement un peu de subvention d'une fondation, mais ce que j'aimerais, c'est que leurs filiales qui sont sur le territoire, elles, aillent acheter le service. Moi, j'ai pas forcément, je préfère vendre un service et avoir quelque chose que l'entreprise, qu'on soit gagnant-gagnant, plutôt qu'avoir effectivement des sous d'une fondation. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'implication des entreprises, les entreprises sont globales et leurs décisions sont souvent globalisées. Et du coup, c'est compliqué pour elles de réfléchir local et de s'inscrire dans leur territoire. Et je pense qu'effectivement, c'est un enjeu aussi. C'est qu'effectivement, cette globalisation de l'offre, mais aussi de leur offre de citoyenneté, de la façon dont elles les réfléchissent globales. Et du coup, s'il faut mettre quelque chose en place, il faut que ce soit quelque chose au niveau une entreprise nationale, pour le moins si elles sont nationales, voire internationales. Et du coup, l'ancrage dans le territoire est beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup. On continue. Julien Van de Waal, j'espère que je le dis bien, vous le redirez. Je vous laisse vous présenter et présenter l'initiative sur Tourcoing en 5 minutes. Très bien. Donc Julien Van de Waal, bonsoir à tous, directeur fonctionnel du groupe Sergic. Alors sur l'entreprise Sergic, c'est une entreprise d'administration de biens, donc plutôt que d'administrateur de biens, on préfère dire entreprise de services immobiliers. On est le 4e groupe immobilier français et surtout le premier groupe familial, puisque l'immobilier est un métier très capitalistique. On a cette chance, nous, d'avoir une entreprise qui est toujours familiale et régionale, puisque basée à Ouascal. On représente aujourd'hui 150 000 clients sur le territoire national et on fait 70 millions de chiffre d'affaires avec 700 collaborateurs. Avant d'avancer sur Tourcoing, juste repréciser quelle est la stratégie de l'entreprise et comment on veut se positionner aujourd'hui sur ces enjeux et ces notions de territoire et de développement durable. Alors, la stratégie de l'entreprise, elle repose sur l'accompagnement des besoins des clients à travers notamment la digitalisation et la collaboration ou la co-élaboration de nos solutions de gestion. Et on est convaincu qu'on ne fera plus le métier de syndic ou de gestionnaire de biens aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans et on le fait encore moins comme on le fera demain. Et il faut absolument qu'on se fasse des clients et de nos clients, des acteurs majeurs dans la transformation et l'intégration de leurs besoins dans notre mode de fonctionnement. Ça veut dire notamment qu'il y a plein de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous, des nouveaux marchés. On parle du marché de l'étudiant qui est en plein boom, du marché du senior qui s'ouvre également, des quartiers complexes. On a parlé d'humanicité tout à l'heure, où effectivement on est en étroite collaboration avec la Cato, mais pas que, depuis l'origine du projet. Et là, on se rend bien compte de ce que c'est qu'une démarche apprenante. Et de se dire, entre l'image qu'on en avait tous au départ de la façon dont on devait pouvoir accompagner la vie du quartier et la façon dont on avait prévu, nous, finalement, de faire le métier de manière tout à fait traditionnelle, il y avait un gap énorme qu'il nous faut continuer à combler, ajuster sur quelles sont les attentes, quels sont les services qu'on peut modifier ou modeler pour mettre au service de l'ensemble des utilisateurs du quartier, puisqu'on parle non plus d'occupants de logements, mais bien il y a une vraie mixité sociale, professionnelle, même de handicap sur le quartier, et c'est une question complexe et vitale. La traduction pour l'entreprise, dans son ambition, c'est de faire en sorte que les lieux soient générateurs de liens, et de faire en sorte qu'à l'échelle du quartier, de l'immeuble ou de la ville, le client se sent épanoui et se retrouve finalement dans un monde plus serein. Et là, on sort complètement de la notion de je suis syndic d'un immeuble ou je suis l'administrateur de tel ou tel propriétaire. C'est comment nous, Sergic, on va pouvoir, à travers la gestion de l'immeuble et les services qu'on va rendre aux clients, le faire sortir complètement de son cadre juridique et de ses 4 murs pour qu'il s'épanouisse, qu'il y trouve du bien-être et quelque part de la fierté d'appartenance.
Juste sur effectivement Bailly, donc résidence Bailly à Tourcoing, c'est une copropriété de 70 logements. Pour ceux qui connaissent un peu Tourcoing, quand vous rentrez dans la ville par le pont en bas de l'avenue de la Marne, c'est une grande tour de 18 étages qui est juste derrière le nouveau centre commercial Auchan. C'est une copropriété qui a 50 ans, qu'on peut qualifier de passoire énergétique, sur laquelle on travaille depuis 2010 à un projet de rénovation énergétique d'envergure. D'envergure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 70 logements, on avait un budget de travaux d'1,5 million à faire financer par les copropriétaires, qui sont que des copropriétaires, personnes privées, physiques. Il n'y a pas d'acteurs publics ou de multipropriétaires qui pourraient constituer un levier d'action pour accélérer le projet. Ça veut dire que pour des copropriétaires, la moyenne d'âge chez nous des copropriétaires, c'est entre 60 et 75 ans en fonction des immeubles. On leur demandait un effort d'investissement de globalement 25 000 euros. Donc on a face à nous 70% de copropriétaires qui se rendent bien compte que leurs logements sont plus confortables, ils sont plus aux normes, les charges de chauffage explosent, ils sont globalement presque invendables puisque le patrimoine se dévalue énormément. Et on est en même temps face à une problématique de copropriétaires qui ou ne peuvent pas ou ne veulent pas investir puisque à 75 ou à 80 ans, on n'a plus envie de laisser des dettes entre guillemets à ses héritiers. On se dit plutôt laissez-moi finir ma vie tranquillement comme je l'ai faite pendant 80 ans. J'ai pas envie d'aller dans un chantier ambitieux. Et là, on retombe sur l'initiative citoyenne et locale de 2 coprésidentes du conseil syndical, puisqu'un syndic qui fonctionne forcément avec un conseil syndical. Et là, on a 2 copropriétaires qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui ont mis toute leur énergie et leur niaque à essayer de convaincre les copropriétaires un par un, à essayer de lever les freins, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de projeter l'immeuble. Ok, une fois qu'on aura fait les travaux, comment on va se positionner sur le marché, comment vous allez vivre mieux dans votre logement. Et puis effectivement, c'est engagé une véritable démarche de partenariat. Alors tout à l'heure, Sébastien disait, on a 2 copropriétaires qui ont permis au projet de sortir. Finalement, c'est tout un écosystème qui s'est mis en route et que les copropriétaires, le conseil syndical sans les copropriétaires n'y serait pas parvenu, le conseil syndical sans le syndic n'y serait pas parvenu, et le syndic sans le conseil syndical et les copropriétaires n'y seraient pas parvenus non plus. Et on a effectivement un projet qui a duré très longtemps, puisque les premières réflexions, c'est 2010, et la fin des travaux, c'est juin 2017. Donc on est sur une échelle de temps qui est relativement longue. On a réussi à emmener la résidence sur une démarche complètement ambitieuse, valorisante pour les copropriétaires, valorisante pour le quartier, pour la ville de Tourcoing. Donc la résidence a reçu l'année dernière le prix de la municipalité, qui est un prix national, justement pour reconnaître l'ambition et la volonté qu'ils avaient eue d'aller bien au-delà de juste je réponds à mes contraintes actuelles et je veux aller beaucoup plus loin et faire de la rénovation de mon immeuble un exemple de réhabilitation réussie et d'envergure. Alors justement, comment l'entreprise se retrouve comme ça en contact avec la citoyenneté des usagers? Est-ce que c'est au moment où le service change ou est-ce que c'est au moment où la qualité change? Est-ce que c'est au moment où il y a moins de pertinence? Comment ça joue? Comment ça se développe? Comment ça émerge? Je crois que c'est au moment où le monde change, donc c'est compliqué de dater, mais on se rend compte effectivement qu'on est nous sur un métier qui est régi par la loi de 65, donc il y a juste plus de 70 ans maintenant, qui a très peu évolué, et on est sur un métier qui était notable à l'époque. Le syndic, c'était le sachant, c'est lui qui amenait, qui était chargé d'organiser et de structurer la vie dans l'immeuble. Et c'est là que la prise de conscience, elle est compliquée à dater, mais en tout cas, elle est vitale. C'est comment on considère qu'on ne doit plus être le sachant, celui qui doit être respecté et qui porte la bonne parole, mais plutôt un partenaire. Donc il faut déjà sortir du rôle juridique. Le syndic, il est obligatoire aujourd'hui. C'est la loi qui impose aux immeubles d'avoir un syndic, qui est donc le représentant légal de la copropriété. Nous, on se dit depuis quelques années maintenant, on doit être le partenaire de la copropriété. Et si la copropriété nous a intégrés comme un partenaire et un facilitateur de leur vie sur l'immeuble, quelque part, la question du renouvellement du mandat de syndic, elle va être complètement subsidiaire, parce qu'ils nous auront bien intégrés comme, non pas une obligation et quelqu'un de contraignant qui envoie les charges et qui relance si on n'est pas payé, mais plutôt comme, ok, j'ai bien identifié mon syndic comme présent au quotidien sans forcément être omnipotent et facilitateur de ma vie en copropriété. Et justement, qu'est-ce qui change dans la relation entre prestataire de services et usagers? Et notamment, est-ce que le métier du prestataire change en tant que tel? Est-ce qu'il devient aussi, comme on le disait juste avant, un peu facilitateur de l'expression de cette citoyenneté? Ouais, c'est une vraie difficulté pratique, mais qui est facile à lever une fois que tout le monde en a pris conscience. C'est effectivement comment le syndic il devient
un partenaire militant quelque part. Il ne suffit pas de dire je suis à votre service, il faut aussi porter les projets, porter les volontés ou les ambitions locales et aller au-delà quelque part de nos obligations. Nos obligations, c'est de collecter les charges, de payer les prestataires et de faire en sorte que l'immeuble il soit bien géré juridiquement. Quand on fait que ça, finalement, on apporte un service qui a une qualité très difficilement perceptible par le client. Il faut vraiment réussir à sortir de ça et aller encourager l'initiative locale. Ça peut être des initiatives de troc, ça peut être de la communion, c'est pas le bon terme, mais en tout cas des moments d'échange et de partage entre les occupants. Associer les locataires d'une copropriété aux prises de décision, aux assemblées générales. Il faut savoir qu'une assemblée générale, elle ne concerne théoriquement que les copropriétaires, notamment sur la métropole de Lille. On a 70% de copropriétaires qui sont investisseurs, donc qui n'occupent pas leur logement. Ça veut dire qu'on gère, nous, des immeubles où en fait on a 30% de propriétaires occupants et 70% de locataires. Et la loi nous dit, messieurs les syndics, vous ne parlez copropriétaires. Donc vous mettez de côté 70% des occupants de l'immeuble. Donc là, on a notamment une nouvelle offre qui s'appelle Viva Syndic, où le point de départ, c'est de dire comment je fais pour intégrer dans ma gestion d'immeuble les locataires et les occupants, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Donc ils n'ont pas encore de droit de vote aux assemblées générales, mais ils sont invités à participer, à donner leur avis sur les projets d'amélioration, d'aménagement dans l'immeuble. Est-ce que remplacer la platine d'interphone, ça vous paraît être judicieux? Est-ce que refaire le hall de l'immeuble, c'est une bonne idée? Oui, c'est une très bonne idée. Dans ce cas-là, quelle couleur vous souhaitez y mettre? C'est toute cette démarche où on essaye, nous, de se mettre au service du client et de ses attentes. Et finalement, est-ce que ce n'est pas un déplacement pour tout le monde, aussi pour l'usager? Parce que j'entends une forme d'engagement aussi qu'on lui demande à l'usager pour que ça tienne dans le temps. C'est peut-être là le plus grand défi, c'est comment faire en sorte que finalement l'engagement citoyen ne tienne pas à une personne ou à quelques copropriétaires ou locataires. C'est que finalement, il y a un état d'esprit et une dynamique qui se crée sur l'immeuble et qu'elle perdure au-delà des changements de locataires ou de propriétaires, puisqu'en moyenne, une personne reste dans son logement 3 ans maximum en France. Ça veut dire que potentiellement, celui qui va initier un projet, au moment où il va commencer à vivre et porter ses fruits, il ne sera plus là. Donc c'est vraiment comment on arrive à dépersonnaliser le sujet et le débat dans une copropriété pour être certain que ça perdure et que ça produise ses fruits sur le long terme. Ça pose la question du maintien du process aussi de création de citoyenneté et de maintien de cette citoyenneté dans le temps. Du coup, ça vous renvoie aussi à vous, à comment vous organisez pour que ça tienne. Vous avez déjà des éléments de réponse là-dessus? Alors, effectivement, le rôle d'accompagnement et de formation des collaborateurs, il est vital. C'est une vraie question de fond pour une entreprise comme la nôtre, mais comme des tas d'autres, qui est de dire comment finalement j'amène mes collaborateurs à faire le métier complètement différemment. Et pendant 50 ans, on les a formatés à respecter la loi, à respecter des process. Et là, on vient leur dire, finalement, quelque part, on va oublier le process, ou en tout cas, vous allez faire en sorte qu'il soit complètement invisible, parce que le client sera rassuré sur le fait que c'est bien géré. Donc, on ne se posera pas de questions sur les comptes, sur la sécurité juridique de la copropriété. Comment on arrive sur ces sujets-là? Et là, c'est une vraie problématique RH et de formation des collaborateurs qui demande énormément de temps sur la définition de qu'est-ce qu'on doit leur amener comme compétences. Et puis après, comment ça se gère dans le temps sur le temps, la formation des collaborateurs, le développement de leurs propres compétences, forcément la reconnaissance qu'on espère à un moment envers l'entreprise, parce qu'il n'est pas le tout de les développer leurs compétences, si c'est pour qu'ils aillent les vendre chez le voisin après, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vraiment une collaboration gagnant-gagnant où le collaborateur il doit sentir que l'entreprise se positionne de manière complètement émergente sur la vie de ses communautés. Certes, le point de départ, c'est la satisfaction du client, mais ça développe aussi les compétences propres du collaborateur. Et du coup, il s'inscrit sur un cycle, lui aussi, plus long terme. C'est-à-dire, je m'y retrouve dans la façon dont je fais le métier, dans la façon dont je fais vivre mes communautés de clients sur mes copropriétés. Et donc, quelque part, je m'inscris moi aussi dans mon bien-être, non plus perso, mais pro, mais qui forcément, à un moment, fait une interaction avec le sujet. Merci. Dernière question pour ouvrir le temps de questions-réponses avec la salle. Est-ce qu'on peut se dire finalement que la citoyenneté, c'est un facteur d'innovation pour l'entreprise? Et si c'est le cas, à quelles conditions? Alors oui, évidemment. Alors, on avait un peu préparé la question, mais évidemment. Moi, aujourd'hui, très récemment, sur l'entreprise, on a 3 exemples de nouveaux produits ou de nouveaux modes de fonctionnement où on se dit comment je pars d'une offre traditionnelle et je souhaite augmenter la valeur servicielle de mon offre et qu'est-ce que ça crée pour le client. Donc j'ai 3 exemples récents. J'ai parlé de Viva Syndic tout à l'heure. Donc c'est un nouveau mode de gestion de copropriété sur lequel on va intégrer les locataires. On est en train de travailler, et c'est à ce sujet-là qu'on échange beaucoup avec Sébastien, sur la rénovation énergétique. C'est un enjeu colossal pour nous, syndics,
d'accompagner la rénovation énergétique de nos copropriétés, on a globalement 70% de nos immeubles qui ont été construits avant 1974. Et donc avant 1974, c'est la première réglementation thermique. Ça veut dire qu'on a 70% de nos immeubles qui n'ont quasiment pas d'isolation thermique, aucune isolation acoustique ou phonique. Et donc là, l'enjeu, il est colossal de réussir à amener les clients, les copropriétaires, à des réflexions, si pas de valorisation de patrimoine, en tout cas d'empêcher la dévalorisation de leur patrimoine, et de, entre quelque part, massifier la rénovation pour accompagner le changement. Donc ça, c'est aussi un deuxième vecteur de développement, de se dire comment je peux créer une offre qui sera adaptée aux besoins de mes clients et de mes copropriétés sur la rénovation énergétique de leur immeuble. Donc on a une offre qui sort là au mois de septembre pour le groupe à destination des clients, mais où là, la volonté, c'est vraiment de pouvoir les accompagner avec une solution clé en main qui va couvrir de A à Z la rénovation de leur immeuble, y compris la partie financière, qui est une grosse problématique. Et dernier sujet d'innovation pour l'entreprise, alors qui financièrement ne sera pas forcément, enfin en tout cas économiquement, qui n'attend pas de retombées immédiates, mais qui rejoint beaucoup plus la notion de comment j'accompagne mes collaborateurs et je développe leurs compétences et leur appétence pour le métier. C'est le lancement d'un cluster de l'immobilier sur le site de Blanchemaille à Roubaix, pas plus tard qu'il y a 10 jours maintenant, où Sergic a décidé d'y implanter Syndic One, qui est une filiale 100% digitale dédiée à la gestion de copropriété, et surtout de créer autour de ce site, donc sur un site qui s'appelle MyImo, un ensemble un lieu d'échange dédié à tous les acteurs de l'immobilier, de près ou de loin, y compris à des startups auxquelles on va proposer de s'installer entre guillemets gratuitement sur le plateau, de profiter de notre expérience client et de notre base client pour tester, alimenter, challenger leur modèle économique ou leur vision de la réalité de la vision client. Et puis forcément, à un moment, ça crée de l'émulation, ça crée des échanges, ça crée forcément une certaine, si pas complicité, en tout cas amicalité entre Sergic et les startups. Et l'idée, c'est de pouvoir foisonner d'idées et de nouveaux projets pour vivre l'immobilier différemment que celui qu'on connaît depuis de nombreuses années. Voilà pour les exemples très récents de, certes, ces enjeux, mais qui sont en même temps autant d'opportunités qu'on peut développer. Merci beaucoup. On voit que ça évolue et ça évolue très vite. On va voir comment ça réagit. Est-ce qu'il y a des choses, on le disait tout à l'heure en introduction, sûrement des choses qui vont émerger chez vous, des questionnements, et peut-être aussi un partage de bonnes pratiques sur cette thématique-là. Qui veut commencer ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour les témoignages. En fait, moi, ça me fait une réflexion sur deux angles. La citoyenneté en tant que, on va dire, habitant, avec plein d'initiatives qui peuvent exister, même sur un champ économique. J'en veux pour preuve la possibilité, par exemple, de faire partie d'un regroupement d'achat, où il y a des nouvelles formes d'achat qui se mettent en place, d'être adhérent à Tipeee.me, enfin de vivre, on va dire, concrètement une citoyenneté voilà, en tant qu'habitant. Et également les connexions qui peuvent se faire, notamment avec le champ économique, notamment dans le domaine immobilier. Moi, je peux apporter un témoignage au niveau où on va dire, on a réussi, comment, en termes de collectif d'habitants, à se mobiliser pour sélectionner le promoteur sur un terrain, ce qui ne se fait pas. Hein, c'est à faire bouger les lignes dans le sens où le politique n'a pas prévu dans le collège de désignation, donc de sélection de ces promoteurs, la place de l'habitant. Donc tout ça, ça ne s'est pas fait gentiment. C'est tout un processus pour montrer un peu patte blanche et surtout une détermination, des forces de proposition, une cohérence aussi, une intelligence collective qui a été co-construite avec des habitants. Tout ça pour dire que sur le champ de l'immobilier, l'idée c'est comment le terrain fait remonter aux décisionnaires et notamment aux aménageurs des champs des possibles qui ne sont pas encore dans les schémas mentaux. Hein, ça veut dire. Donc concrètement, nous, on a porté un projet d'agriculture urbaine, de local commun,
de porosité sur un secteur. On n'est pas architecte, urbaniste, mais on a une expertise d'usage du terrain, on l'a fait remonter. Et actuellement, on travaille avec le promoteur pour que ça soit du gagnant-gagnant, parce que c'est une chose de porter des choses. Vous parliez de pérennité, ça c'est clair. C'en est une autre pour que les services que nous, on a pensés, qui ont été co-construits par une enquête de terrain, enfin j'en passe et des meilleurs, se réalisent et se pérennisent. Donc voilà, juste sur le champ habitant, ça ce sont des exemples. FIV est particulièrement dynamique. Il y a Super Quinquin, qui est aussi une autre forme de groupement, ou de dire oui, ce supermarché-là, c'est le nôtre. Voilà. Et du coup, on s'organise au niveau des heures de bénévolat pour faire vivre le vie. Et puis l'autre champ, parce que je vois que je suis un peu long, désolé. Allez-y. J'ai une petite mise en route, mais après, une fois que je suis parti sur mode malheureusement diesel, l'autre champ pour moi, qui est interrelié, c'est-à-dire comment, en fait, de la sphère peut-être citoyenne, quand on parle de citoyenneté, on pense tout de suite aux habitants, certes, mais la sphère entreprise, comment ces deux mondes sont interreliés, puisque derrière l'entreprise, il y a des hommes et des femmes qui sont aussi habitants, nous tous, d'ailleurs. Et comment, au sein de cette entreprise, le mot a été lâché, l'entreprise citoyenne, il y a eu tout un courant de pensée sur l'entreprise apprenante. Comment, au sein de cette entreprise, justement, la citoyenneté peut s'exercer là où on ne l'attend pas forcément, et j'en veux pour preuve la notion de dialogue social. Ce sont des éléments qui sont cruciaux, c'est-à-dire comment, au sein de l'entreprise, on peut s'exprimer sur le travail. On peut, au sein, alors ce qui existait auparavant, les comités d'entreprise, demain les comités socio-économiques, ou sur des aspects par exemple, de négociation du télétravail, il y a des enjeux de déplacement qui se posent, de conditions de transport. Comment ces enjeux en fait politiques sont portés citoyennement par les acteurs même de l'entreprise, alors qui plus est par leurs représentants. Très bien. Et juste la possibilité, concrètement, on peut mettre en place une commission, on l'appelle comme on veut, économie sociale et solidaire, c'est ce qu'on a fait dans notre boîte, et porter des projets, certes de Repair Café, de faire en sorte qu'il y ait, comme l'exemple qui est proposé par Tipimi, ou d'autres actions solidaires qui ne se font pas forcément. Mais voilà, c'était cette relation entre les deux Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de prendre d'autres interventions. J'ai une contrainte, c'est le temps. Donc les autres, un peu plus courts, s'il vous plaît. Qui veut témoigner? J'ai bien fait de le dire avant l'intervention de Jean-Louis, là-bas. Il y avait quelqu'un d'autre avant? Allez-y. C'est bien. Voilà, c'est juste deux questions par rapport à deux des projets. Merci à tous, c'était très intéressant. Et je voulais demander à Benoît Bourrel, puisqu'en effet, la notion de forum ouvert, vient qui veut. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer concrètement? Comment ça se passe? Quelle est la représentativité des habitants? Est-ce que ceux qui viennent, ils représentent un petit peu tout le monde dans le quartier ou simplement certains? Et après, du coup, la question peut être comment on fait pour, si tout le monde n'est pas vraiment représenté, comment on fait pour petit à petit essayer d'embarquer tout le monde? Donc ça, c'était pour le projet donc j'ai bien compris, c'était Live Tree, c'est ça. Et sinon, concernant Tipimi, c'était juste une remarque pour savoir si j'avais bien compris. Il y a donc, une fois qu'on a adhéré, qu'on a fait eu besoin d'un service ou d'un objet, on a des points, c'est ça? On a des points. Est-ce que du coup, c'est pas ce fait d'avoir des points qui va faire que les gens vont rester parce qu'ils ont gagné des points et puis ils vont voilà, comment ça se passe concrètement avec ce système de points et quel est d'ailleurs le genre de services et d'objets qui sont échangés? Voilà, parce que ça peut être intéressant. Merci. Il y avait Jean-Louis. Alors, le temps que je me déplace, peut-être un éclairage sur la question de la sobriété. Je vous passe le micro. Sobriété, comme disait Luc, mais heureuse. C'est-à-dire comment on fait moins de ressources matérielles. Avec moins de ressources matérielles, on crée des valeurs immatérielles de santé, de confiance entre les gens. Donc ça, c'est extrêmement important parce que sobriété, oui, mais il faut qu'elle soit enviable, il faut qu'elle donne envie. Et donc heureuse en créant des ressources qui nous vont bien immatérielles. Merci pour cet éclairage.
Bonjour, Jean-Louis Poilion, jardin et table de cocaïne de la Haute-Borne. J'ai une question pour les intervenants. Peuvent-ils se présenter comme ça? On sait un petit peu qui ils sont. Et j'ai une question pour Monsieur Sergic. J'avais cru à un moment donné qu'il était question chez Sergic de la création d'une plateforme Internet pour favoriser les échanges entre les copropriétaires et les locataires, voire même fluidifié par peut-être, pourquoi pas, par une monnaie complémentaire, en tout cas une plateforme d'échange. Qu'en est-il? Très bien, merci beaucoup. Il y a des petits mots-clés comme ça. Allez, vous prenez vos questions, hein. On va bientôt passer à vous. Une dernière intervention. Bonsoir, Pierre Favier, consultant. Je voulais, pour Tipimi, ce qui m'intéressait surtout, enfin, pas que, mais quels sont les principaux freins que vous rencontrez auprès des entreprises pour défendre votre projet, s'il vous plaît? Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de laisser les intervenants répondre, et puis en fonction du temps, toujours cette contrainte temporaire, on voit s'il y a encore de la place aux questions. Je récupère le micro. On va commencer par Diane. Je vais répondre brièvement, aux objets et aux points. Les points servent effectivement à de la réciprocité. On a réfléchi au départ sur l'étude de marché, à savoir si on en mettait, si on n'en mettait pas. Je pense que dans le principe de généraliser, il y avait tout un panel de personnes qui étaient rassurées par les points parce qu'ils disaient qu'effectivement, du coup, ça mettait de la réciprocité dans l'échange. Donc effectivement, in fine, ça peut fidéliser, mais on a un système aussi qui fait que on veut être solidaire. Le principe, c'est qu'effectivement, on veut aussi inclure les personnes les plus modestes qui n'ont pas forcément grand-chose à prêter, mais en revanche qui ont des besoins pour l'emprunt, et surtout faire rentrer les jeunes dans la démarche et qui ne fassent pas comme nous, je ne suis plus si jeune que ça, mais qui sommes équipés parce qu'on n'avait pas ce type de service à l'époque. Et on ne veut pas non plus que les jeunes doivent s'équiper pour pouvoir rentrer dans la démarche. Donc du coup, les points aujourd'hui sont là, c'est des variables d'ajustement quand même, qui montre un petit peu la valeur des objets, mais il y a une offre de points dès qu'on adhère et tous les mois, etc., pour faire rentrer les populations soit plus jeunes, soit plus défavorisées. Les types d'objets, si vous pouvez faire toutes les pièces de votre maison, vous allez sur tipimi.fr, de toute façon tout est visible, et il y a différentes catégories. Vous allez dans la cuisine, ça va être le fameux appareil à raclette, mais aussi votre moule à gâteau, votre couscoussier, etc. Enfin, tout ce que vous n'utilisez pas forcément tous les jours. Vous passez par la chambre et vous voyez la valise, la tente, le sac à dos, les guides de voyage. Vous allez dans la cave ou dans votre atelier, et puis ce sont tous les outils de jardinage, etc. Il n'y a presque pas de limite. Il y a des objets de décoration, il y a des tables, des chaises. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les objets qui ne sont utilisés qu'occasionnellement par les gens, dont ils peuvent se séparer au moins 2 jours. Les freins, aujourd'hui, pour contacter les entreprises, moi, je ne suis pas... Comment ? Pour les séduire. Alors, je ne sais pas si c'est un frein pour les séduire aujourd'hui. C'est déjà un frein pour les contacter et pour rentrer dans ce réseau d'entrepreneurs. Parce que je ne suis pas issue de ça. Moi, je suis aménageur environnementaliste au départ. Alors, j'ai quand même travaillé dans des grandes entreprises, notamment une entreprise de BTP. Mais je ne suis pas issue du sérail des entrepreneurs. Et franchement, pour rentrer dans ce cercle-là, ce n'est pas évident. Et quand on a un service comme le nôtre, trouver le bon interlocuteur, alors c'est le responsable de la RSE, c'est le responsable des ressources humaines, c'est le responsable du développement durable, c'est le directeur directement. Voilà, c'est déjà au moins avoir ce ticket d'entrée-là qui est franchement pas facile quand on n'a pas déjà une entreprise partenaire. Parce qu'en fait, on regardait quand même, on est dans le réseau Alliance, par exemple, et on se rend compte que les services en fait, qui marchent et qui commencent effectivement à se développer, les entreprises répliquent très souvent ce qui a été fait ailleurs. Mais il faut rentrer au moins dans une entreprise pour pouvoir effectivement faire preuve d'exemple. Voilà. Merci beaucoup. La parole à Julien Van de Waal, pour passer de l'autre côté de la table. Merci. Alors pour rebondir sur
la citoyenneté locale à l'échelle des quartiers, comment on s'assure que les promoteurs, les aménageurs, les pouvoirs publics ils prennent en compte l'utilisation du quartier, la bonne idée de départ et puis sa vie, enfin la façon dont elle va se vivre sur le quartier. Ce qui est certain, c'est que c'était effectivement pas une priorité, mais qu'on est sur ces 2 dernières années, je pense, sur une vraie prise de conscience collective des parties privées. Donc dans les privés, je vais mettre les aménageurs, les promoteurs, qui ont vraiment repensé la démarche de je crée un immeuble neuf dans un quartier. Ils ont une démarche beaucoup plus large et globale maintenant, de dire comment, au-delà de mon immeuble, j'amène des services au quartier. Et donc je dépasse mon strict cadre quelque part de la parcelle que j'ai achetée pour y construire mon immeuble. Et on a la même prise de conscience chez les pouvoirs publics, où en fait on a de plus en plus de collectifs de quartier qui se créent avant la constitution du projet. Donc là, je peux parler par exemple du site de la Maillerie sur Croix, qui est l'ancien site des Trois Suisses, où il y a eu une véritable démarche à l'origine, concertée des pouvoirs publics, des promoteurs aménageurs qui étaient positionnés sur le site pour essayer de concevoir justement cette mixité sociale, environnementale, physique, générationnelle, puisque c'est pour le coup sur la Maillerie, un quartier sur lequel on va retrouver des logements sociaux, des bureaux, des crèches, des instituts de formation. Enfin, on va avoir un peu comme sur Humanicité une multiplicité d'acteurs qui vont absolument pas attendre la même chose du quartier au même moment. Donc on est sur des réflexions de parking partagé. Les bureaux auront besoin de stationnement la journée, les copropriétaires ont besoin de se stationner la nuit. Est-ce qu'on peut mutualiser les places de parking pour répondre à la problématique du stationnement? Donc ça, on est vraiment sur des démarches qui sont plutôt récentes, ça je vous l'accorde entièrement, mais qui prennent vraiment un effet de masse important. Et nous, sur les 6 derniers mois, on a 20 quartiers sur le territoire national qui sont sortis, sur lesquels, à moyen terme, donc là on parle de 3 à 5 ans, il y a une ambition de développer un quartier complet. Et quelles sont les contraintes qu'il faut qu'on prenne en compte, nous, pouvoirs publics, nous, aménageurs, nous, promoteurs, pour être certain d'avoir une réponse qui soit adaptée et une offre qui soit adaptée. Donc, on n'y a sûrement pas répondu. Alors, je me mets dedans, même si je n'y suis pas du tout, mais en tout cas, c'est des questions qu'on n'a absolument pas traitées pendant très longtemps, et là, sur lesquelles on sent de l'intérieur une véritable prise de conscience et approche différente. Et la deuxième question qui était pour moi, c'était sur l'aspect plutôt collaboratif et plateforme d'échange. Ce qui est compliqué, effectivement, c'est de mettre à disposition des utilisateurs d'un immeuble, avec lesquels on n'a pas tous un lien ou commercial ou juridique, un outil qui va leur faciliter la vie. Donc effectivement, on a toujours en tête la volonté d'avoir une application qui est développée d'ailleurs sur Viva Syndic. On a une application à destination de tous les utilisateurs, donc qu'ils soient locataires ou propriétaires. Ils ont accès à l'application qui leur permet d'échanger. Donc on va parler du fonctionnement un peu traditionnel de la copro, de la porte de garage et de l'ascenseur, mais aussi et surtout de ces sujets de vivre ensemble, de services qu'on peut se rendre mutuellement. Donc l'application, elle existe, elle peut être encore plus renforcée. Il y a notamment des partenariats avec les promoteurs qui se font pour aller encore plus loin et plus tôt, puisque nous on arrive une fois que la copropriété elle existe déjà. Les copropriétaires ils sont quelque part déjà arrivés. C'est compliqué de ramener a posteriori un nouvel outil. Par contre, si on sait prendre le sujet dès les premières signatures chez le notaire en disant on va vous mettre une application ou un système qui va vous permettre d'échanger, c'est beaucoup plus riche et ça prend beaucoup plus vite. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver les bonnes interactions avec le promoteur, parce que c'est forcément le promoteur qui est quelque part le client du syndic au départ, et des copropriétaires. Et puis après, essayer de réussir à faire vivre. Alors la monnaie virtuelle, je pense que j'y étais pas à l'époque où on en a parlé. C'est objectivement quelque chose qui est moins abordé aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra un jour quand on voit le buzz du Bitcoin et autres. Pour l'instant, on est plutôt vraiment sur je donne un service ou j'offre une prestation de service. On n'est pas du tout sur la monétisation. Donc là, on est vraiment sur comment je fais vivre la communauté de clients au sein de l'immeuble. J'ai juste oublié, je fais un retour en arrière sur la première question, sur l'animation des quartiers complexes, etc. Le collaborateur, et ça on en est convaincu, c'est le premier ambassadeur de créer du lien dans les lieux qu'il anime. Mais pour créer du lien dans les lieux qu'il anime, il faut d'abord qu'il y ait du lien qui se crée sur son lieu de travail à lui. Et la responsabilité de l'employeur et de la société, c'est bien de faire en sorte que je mette à disposition des collaborateurs un ensemble, une boîte à outils
qui lui permettent de s'épanouir sur son lieu de travail, et forcément, il aura envie de le dupliquer et d'en faire bénéficier d'autres clients à côté. Merci beaucoup. Benoît Bourrel. Donc, sur la question du forum ouvert, alors, je vous le disais, on a constitué un comité d'organisation, une quinzaine de personnes, qu'on a cherché, à constituer donc un comité, des personnes représentatives des acteurs du quartier. Donc il y avait c'était LMH, un bailleur social, il y avait Humanis qui était présent, des habitants, des habitants impliqués dans des associations du quartier, un ou deux directeurs des collèges, lycées, des étudiants de la Cato, des membres du conseil de quartier, à un certain moment la direction de la communication de la ville de Lille et la direction du développement durable. Voilà, donc une quinzaine de personnes. L'idée, c'est de se dire, ces personnes ensuite vont nous permettre de déterminer la fameuse phrase d'invitation. Moi, je parle beaucoup de ça, mais c'est là-dessus que repose finalement la réussite du forum ouvert. Et donc, on l'a conçu ensemble de manière à ce que ça puisse toucher, à notre avis, le maximum d'acteurs du quartier. Bon, on a oublié, il y a sûrement des trous dans la raquette, hein, c'est évident. Après, on s'est répartis. On a identifié quels étaient les relais, les personnes relais, comment communiquer, sous quelle forme, où mettre des affiches, chez les commerçants, les restos, les machins, le rôle des associations, toutes les structures qui peuvent diffuser l'information sous différentes formes. Donc il y a eu des séances de travail là-dessus. Hein. On a listé qui va où, qui fait quoi, qui prend contact avec qui en fonction des relations existantes. Alors au final, 90 personnes sont venues sur la journée. 90 personnes sur les 20 000 habitants du quartier, et les 20 000 étudiants et les 4 500 salariés de la Cato et d'autres salariés du quartier. C'est peu, hein, évidemment, c'est peu. On essaie d'estimer au préalable le nombre de personnes participantes. Un forum ouvert, à la fois peu et beaucoup. Un forum ouvert, ça marche entre 30 et 3 000 personnes. Bon. Ce dont on est sûr, c'est que les gens qui viennent, et on leur dit, hein, les gens qui viennent, voilà, sont les bonnes personnes. Bon, on ne sait pas à l'avance qui va venir, mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui viennent sont les bonnes personnes, parce qu'il y a un petit truc qui les a attirés pour participer à cette journée. Et puis ensuite, c'est la méthode employée d'animation, hein, qui fait que les gens coproduisent, ou à un moment donné, peut-être quelqu'un se dit, finalement, ça ne m'intéresse pas ce truc-là, je rentre chez moi, quoi. Peu importe, les gens qui sont là sont les bonnes. L'objectif, c'est créer de la participation sociale et éventuellement qu'il y ait des projets qui émergent et qui se poursuivent. C'est aussi ce qu'on recherche. Alors, on a quand même des regrets. Hein. Il n'y a quasiment pas de commerçants. Alors, ils auront un rôle important à jouer, les commerçants. Il y en a beaucoup dans le quartier. La représentation de l'enseignement collège, lycée, école, pas trop non plus, mais c'était un samedi. Bon, ça s'explique aussi. Cela dit, c'est pas dramatique. On ne cherche pas à skier tout le monde, je disais. Un de mes collègues, facilitateur de forum ouvert, dit un forum ouvert, c'est un petit feu qu'on prépare avec les brindilles, puis on jette l'allumette. Voilà. Et puis il se passe quelque chose. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas où le feu va prendre, mais on sait que ça va prendre. Avec quelle intensité, on ne sait pas. Mais il va y avoir un feu qui va prendre. Ensuite, c'est le rôle du comité d'organisation, de toute cette gouvernance, de souffler là-dessus, hein, d'y mettre les bons ingrédients en termes de facilitation, accompagnement, pour que ça se poursuive. Et c'est une démarche apprenante. C'est-à-dire que les 15 personnes qui ont participé au comité d'organisation, le premier comité, c'était « on vit un forum ouvert ». Donc, pour savoir ce que c'est, on le vit. On vit un mini-forum ouvert. En 4 heures, on a vécu un mini-forum ouvert. Donc on a appris ce qu'était un forum ouvert. Et ces gens-là, maintenant, deviennent animateurs de réunions, deviennent pas animateurs de forum ouvert, mais on est dans une démarche apprenante. Hein. C'est une démarche apprenante, c'est une démarche qui vise aussi à à permettre le passage à l'acte. On parle de capacitation, hein, être en capacité d'agir, d'apprendre et puis de s'investir. Voilà. Et je dirais l'enjeu maintenant, c'est de continuer à déployer ces projets et puis, comme je disais, les mettre en lien aussi. Alors pour l'université, c'est intéressant parce qu'on a des chercheurs qui travaillent sur les dynamiques sociales, les dynamiques d'innovation, hein, l'innovation sociale, techno et ainsi de suite. Donc voilà la réponse sur le forum ouvert. Après, je voulais rebondir aussi sur le témoignage très intéressant là-bas d'un collectif qui finalement réussit
à prendre sa part dans des projets très très locaux avec un promoteur et ainsi de suite. Je pense que dès l'instant où les uns les autres, là, on a la possibilité de mettre en place des démarches coopératives et surtout de remettre en question beaucoup de personnes qui pensent toujours être les seuls en capacité de prendre des décisions, d'être les sachants. Il faut pas hésiter à y aller. Les entreprises, ce qu'on appelle les entreprises apprenantes et ainsi de suite, ont bien compris finalement que pour se développer, pour innover, eh bien, on ne peut plus se baser uniquement sur l'expertise, les compétences d'une personne, mais effectivement, c'est l'intelligence collective qui apporte tous ses fruits. Un petit témoignage, dans l'enseignement supérieur, on bouge aussi là-dessus. Il y a 6 ans, nous, on a engagé une grosse réforme de la pédagogie. Bon, vous, quand vous étiez sur les bancs de l'amphi, vous écoutiez bien sagement votre prof, qui était le sachant, qui remplissait votre cerveau d'apprenant. Je ne vais pas dire d'ignorant, d'apprenant, mais pour certains profs, c'est un peu ça. Voilà, on est les sachants, on est sur l'estrade, voilà, et puis on diffuse notre savoir. Bon, on s'est assez vite rendu compte, il y a 10 ans, que ces méthodes pédagogiques ne fonctionnent plus parce que n'importe qui peut accéder à une connaissance, à une conférence d'un expert d'une autre université américaine, beaucoup plus pointu que le petit prof de la fac qu'il a devant lui. Donc c'est comment finalement faire descendre le prof de son piédestal et le transformer par moment en un médiateur de la connaissance, accompagnateur de la formation, de la connaissance, de l'hybridation des connaissances chez les étudiants, même si à certains moments, il remonte sur l'estrade, il remet sa casquette de prof en disant aux étudiants, ça je vois que vous n'avez pas compris, je complète, ça vous n'avez pas vu, je complète. Voilà. Ça se passe dans les facs, ça se passe dans les entreprises en termes de management coopératif. Voilà. Et l'enjeu, c'est que ça se passe maintenant sur les politiques publiques, sur le terrain, sur le territoire. Très bien. Luc, et après Sébastien. Alors Luc, au-delà des questions qui ont été posées, une petite dernière quand même. En tant que nouveau modèle économique, comment on peut tirer toutes ces ficelles-là ? C'est quoi le pas d'après ? Donc il y a beaucoup de choses qui ont été posées. S'il y avait une suite, ce serait laquelle ? Je ne sais pas répondre à ça, moi. Ou dit autrement, je le dis autrement, ce sera plus facile. S'il y avait 2 points qu'on sent déjà présents là aujourd'hui, sur lesquels on s'appuie déjà pour faire évoluer nos modèles, c'est lesquels ? Et s'il y en avait 2 qu'on pouvait un peu plus identifier, un peu plus travailler, ce seraient lesquels ? Je sens que c'est plus une question facile. Dans ce cas, j'en ai noté plusieurs là, dans les exemples qui ont été donnés. Alors, la citoyenneté, un levier pour un nouveau modèle de développement. Question. Quand on est une entreprise, une association, une collectivité, une université, on ne se lève pas le matin en disant « Aujourd'hui, je vais faire de la citoyenneté ». Non, ça, c'est pas ça. La citoyenneté, elle naît lorsque des individus font des choses ensemble. Et donc, ce qu'il faut, c'est que chacun à sa place, dans son registre, se dise, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire avec ? Et c'est ça. Et donc la question, c'est comment je vais faire pour que le petit feu, quand je vais lancer ma manette, comment ça va prendre, quoi. Et là, j'ai repéré tout de même un certain nombre de points de repère qui me semblent être les points de repère un peu clés. D'abord, faire avec tout le monde. Alors, faire avec tout le monde, avec le plus possible, et toujours est-il, sans exclusive. Après, vient qui veut, on n'a jamais tout le monde. Mais on fait avec tout le monde, sans exclusive. Une autre phrase que ça, j'aime bien, parce que je pense que ça, c'est peut-être une clé de la réussite de beaucoup de projets, favoriser des rencontres improbables. Ce n'est pas lorsqu'on est d'accord qu'on fait les meilleures choses. C'est lorsqu'on a quelque chose à défendre, qu'on a de l'enjeu. Alors, il faut se donner le temps de la discussion, entériner éventuellement des points de désaccord, et puis y revenir. Et puis là, on va donner envie. Parce que quand on est un peu piqué, on ne lâche pas le morceau. Et donc, on y revient. Donc, favoriser des rencontres improbables. 3e point de repère, c'est faire dans la proximité. Alors, la proximité, elle est à géométrie variable. Ce n'est pas forcément le micro-quartier. Mais on fait des choses qui sont accessibles aux personnes à qui on s'adresse. On fait dans la proximité étant variable suivant les projets. 2 points. Expliquer, faire de la pédagogie, expliquer encore. Ça, je pense que c'est...
on n'a jamais fini d'expliquer. Hein, et ça, c'est vraiment... et au bout du compte, ça, c'est aussi... mais tout compte fait, c'est pas inintéressant. Et en expliquant, on s'aperçoit que l'exemple du forum ouvert, on ne sait pas ce que c'est, on va le roder entre nous. J'explique. Et puis après, ceux qui l'ont vécu peuvent à leur tour penser. Et puis, ça fait boule de neige. Donc l'explication, la pédagogie, certainement une clé de réussite. Et accepter de travailler dans la durée. On ne bâtit pas les choses en 2 jours. Ça prend du temps. Tous les exemples que je vous ai donnés, ça c'est sur plusieurs années. Et donc, il faut accepter que les choses se fassent dans la durée. Ce sont des sujets complexes et donc, il faut se donner le temps de la réussite. Voilà, moi j'ai retenu ça.